Bonjour à tous. Eh bien voilà, je m'appelle Valentine Gérard, je suis une comédienne liégeoise. Et donc, pour vous permettre, pendant cette période de confinement, de continuer à faire des découvertes littéraires, je vous propose d'écouter cette nouvelle d'une autrice liégeoise, Caroline Lamarche, qui a d'ailleurs reçu le prix Goncourt pour ce recueil de nouvelles intitulé Nous sommes à la lisière. Et donc, je vais vous lire Ulysse. Les assiettes sont bleues. Un bleu foncé et lumineux à la fois, avec de petits graffitis ton sur ton. Chaque assiette est unique. Sur certaines, les motifs sont nets, sur d'autres, presque invisibles, fondus dans la masse. Je ne les ai pas payées cher, elles étaient soldées chez Oxfam. Un lot incomplet, ni 6, ni 12, ni même 10, juste 5 grandes et 4 petites, ce qui ne permettra pas d'inviter plus de 2 personnes à la fois, en plus de moi et de Zoran. Quand je l'ai rencontré, il avait un lot d'assiettes dépareillées, le reliquat de son divorce. Ils avaient dû se les partager, sa femme et lui, ou alors un certain nombre avait été brisé dans la bagarre. Les verres aussi étaient de familles variées, des verres à eau ou à jus de fruits de tailles diverses, quelques verres à bière frappés de différents logos, Lef, Chouf, Orval, Affligem, des verres à pied, 5 grands, 7 petits et 2 coupes à champagne. J'ai acheté chez Ikea une boîte de 6 flûtes pour recevoir le professeur Meyer et sa femme. C'est la moindre des choses, sachant qu'ils apporteront certainement une bouteille de quelque chose, peut-être même du champagne. De toute façon, j'en ai acheté du champagne, du vrai, pour plus de sûreté. Hier, en roulant vers chez Zoran sur une route de campagne, j'ai freiné pour un hérisson. Un jeune hérisson, inexpérimenté sans doute, qui se hâtait sur le macadam, ravi d'avoir découvert une voie de progression moins encombrée que les habituelles prairies d'herbes folles. Il avançait tout droit vers moi qui faisait du 50 km/h, lui peut-être du 1 km/h, bien qu'il se précipitât, littéralement. Une fois à l'arrêt, j'ai été surprise de constater que les pattes d'un hérisson en mouvement sont longues et fines. J'ai mis les feux de détresse et j'ai pris le hérisson, pensant me déchirer les paumes. Le hérisson s'est mis immédiatement en boule, les pattes et le museau repliés et cachés, il tenait entièrement au creux de mes mains. Ses picots étaient encore tendres. À gauche de la route, un pré avec des vaches. À droite, une petite aire de parking devant un vieux moulin restauré, ouvert à la visite le week-end, fermé pour l'heure. En m'avançant à la recherche d'un refuge propice pour le hérisson, j'ai aperçu une voiture garée sur l'aire. À quelque distance de la voiture, dans l'herbe, 3 personnes pique-niquaient en puisant dans un grand bol commun, avec les mains quelque chose qui ressemblait à du riz. Un homme, une femme et une jeune fille. La femme et la jeune fille portaient le hijab, inhabituel dans cette campagne où l'on s'attend plutôt à croiser des Hollandaises en vacances ou des gens du cru qui cassent la croûte au pied du moulin avant de rentrer chez eux. Je ne les ai pas salués. Leur discrétion semblait me signifier qu'ils préféraient ne pas être vus, me contentant de déposer le jeune hérisson à quelque distance, sous un buisson. À côté commençait un champ de maïs, milieu hostile sans doute pour un animal habitué à l'herbe fraîche. Le hérisson est resté là, sous le buisson, petite boule, immobile. Ses piquants se soulevaient au rythme de son cœur affolé. On aurait dit un oursin asthmatique. Je suis partie en pensant à la mer et à l'impunité des oursins qui ne se font pas écraser par centaines l'été venu sous les roues des voitures. La nuit dernière,
mon insomnie familière. Je me suis demandé si j'avais bien fait de le déposer là, en compagnie des rues du maïs, et s'il n'allait pas en sortir et filer de nouveau vers la route. Je pensais au pré à vaches, de l'autre côté. Dans mon enfance, les gens disaient que les hérissons, la nuit, têtaient les vaches. N'avait-il pas eu l'idée, dangereuse, de retraverser la route pour rejoindre un pis de vaches? J'aurais mieux fait de gravir le talus et de déposer le hérisson au pied du troupeau. Je me demandais par ailleurs, avec une culpabilité croissante, si les femmes vêtues de hijab ne s'étaient pas affolées en voyant le hérisson, le premier de leur vie peut-être, et si l'homme ne lui avait pas fait un mauvais sort. Ou si l'animal n'était pas têtu, au point de se remettre exactement dans l'axe qui était le sien avant de me rencontrer, à savoir la route et ses dangers. Bref, je pensais à cet animal comme à moi-même, quelqu'un qui se hâte avec ardeur vers un but, mais lequel, et que la vie sans cesse contrarie ou place dans des situations potentiellement périlleuses. Aujourd'hui, je continue à penser à cette petite bête de la famille Erinaceus europaeus, selon mes recherches sur le web, en m'affairant à préparer un dîner digne du professeur Meyer. Zoran a été autrefois son assistant avant de claquer la porte de l'université, un ramassis de mandarins, selon lui, sauf le professeur Meyer, bien entendu. Meyer, le meilleur d'entre tous, comme lui, Zoran a été le meilleur aux yeux de tous, puis seulement aux miens. Je suis sans doute venue trop tard, ou plutôt à contretemps, comme d'habitude. Je maîtrise la situation. Ranger la pièce, mettre la table, faire un bon repas, et donner à l'univers entier, à savoir Zoran, qui a passé pas mal de son temps à se relaxer dans un bain chaud, l'impression que tout se fait comme par magie. C'est une route simple et lisse pour moi qui ai eu avant lui un mari. D'une existence à l'autre, mes réflexes demeurent inchangés. Je peux t'aider. Que reste-t-il à faire demande Zoran en émergeant nonchalamment, humide et frais peigné, irrésistible. Passez l'aspirateur dans le salon si tu veux bien, merci. Mais enfin, tu ne t'imagines quand même pas qu'ils vont regarder la poussière sous les meubles, dit-il en saisissant la télécommande. C'est l'heure du journal télévisé. Je ne réponds rien, tout en pensant avec nostalgie au temps où Bruno m'aidait à ranger la maison avant l'arrivée des invités. Même s'il me plaît que les amis de Zoran diffèrent de ceux que Bruno conviait autrefois en notre nom, son nom à lui et à moi, ma femme, comme il disait. Zoran, lui, dit « ma fiancée » d'un air légèrement moqueur. Il ne dit pas « ma compagne ». Après tout, je ne vis qu'à mi-temps chez lui, ce qui ne manque pas de me faire remarquer très régulièrement, signalant que dans ce cas, il finira par avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Oui, il y a une autre femme dans ma vie, prétend-il certains jours. La vérité, et pour en revenir à la poussière dans la maison de Zoran, c'est que j'aime que tout soit net pour les invités. Pour avoir été une fois chez les Meyer, je sais que tout est chez eux, impeccable et sans la moindre odeur, sinon un léger parfum aux toilettes. Chez Zoran, ça sent le renfermé, malgré mes aérations clandestines et le bouquet que je ne manque jamais de composer pour lui de fleurs trouvées sur mon chemin. L'été, je prends de préférence les départementales et je m'arrête pour couper des fleurs sauvages et parler aux vaches qui viennent à ma rencontre d'un air intrigué et confiant, exactement comme je le fais moi-même lorsque des invités arrivent. On sonne. Zoran éteint la télé et je vais ouvrir la porte au Meyer avec mon air intrigué et confiant. Plus tard, dans le salon, je me régale du rire et des propos de Zoran en conversation avec le professeur Meyer,
un véritable feu d'artifice intellectuel. Nous, les femmes, nous restons muettes, nos regards passant de l'un à l'autre avec cette docilité duplice qui consiste à paraître extraordinairement attentive et ce faisant, à donner l'impression qu'on encourage le débat, alors qu'en réalité on se dit avec soulagement qu'une fois de plus les hommes jouent ensemble en vous laissant de côté, ce qui rend les modestes esprits féminins libres de vagabonder à leur guise. J'aime à imaginer que je suis la femme de quelqu'un, au lieu d'une créature nomade qui passe de son studio de fraîche divorcée à la maison de son amoureux. Je pourrais être la compagne officielle de Zoran et vivre chez lui plus régulièrement, mais je ne suis pas sûre qu'il en ait tout à fait envie. Mon studio, je le déserte souvent, tandis que Zoran, lui, vit vraiment dans sa maison. Il y travaille et les murs sont imprégnés d'odeurs liées à son existence casanière. S'agissant de mes initiatives dans le genre « aménageons notre petit nid », il est d'une tolérance extrême. J'ai planté à mon gré le jardinet, rosiers grimpants, pivoine et buis, repeint la chambre à coucher d'une couleur de mon choix et placé un tapis coloré dans le salon. Finalement, il y a eu l'achat des assiettes bleues qui ouvrent la période invitation officielle. Avec ces assiettes, tout devient soudain vrai. Il ne s'agit plus de jouer à la vie commune comme les petites filles jouent à la dinette, il s'agit d'un nouveau couple avec vaisselle partagée, un couple normal. En somme, je ressemble au petit hérisson se hâtant avec énergie et détermination sur la route. Enfin, une voie rectiligne. Hélas, une voix à l'arrière-plan me dit que je ne suis pas faite pour le couple normal et les voies rectilignes. La seule fois que j'ai promis à Zoran de m'installer définitivement chez lui, il m'a dit vivement, un peu trop vivement peut-être, « Mais tu sais bien que tu ne supporteras jamais un seul lieu, nomade comme tu l'es. » Il n'a pas dit inconséquente ou versatile, comme cela lui arrive lorsque je me pointe trop rarement à son gré. Il a utilisé cette fois-là un beau, un noble mot, nomade. Perplexe, je médite tout cela tandis que Zoran et le professeur Meyer évoquent le temps où Zoran était le plus brillant étudiant de sa promotion, les belles filles de ce temps-là, et leur voyage à la Columbia University pour un colloque sur Joyce. Tu te souviens du jour où tu t'es échappé du colloque pour te rendre au concert des Pink Floyd, me laissant seule face à une salle clairsemée? Un ramassis de vieux croutons, dit Zoran avec la férocité désinvolte qui lui sied à ravir. En les écoutant rire, quelle époque fantastique. Je me souviens que cette année-là, j'étais à Lourdes avec une association catholique vouée aux malades. Je portais une blouse blanche d'infirmière, souffrais déjà d'insomnie et de timidité chronique, et étais tombée amoureuse d'un brancardier, lui aussi bénévole, et pour corser la coïncidence, étudiante en lettres, comme moi. Dans le train du retour, je buvais le vent. Les vitres des trains s'ouvraient encore à l'époque, les joues baignées de larmes froides, tandis qu'il souriait au paysage par une autre fenêtre. Il avait un grain de beauté sur la nuque et un teint de porcelaine. Son profil flotte pour toujours à côté du mien, dans le couloir d'un train, jeté contre le ciel, les bois, les champs. À cette époque, l'amour me semblait sans espoir, et aujourd'hui peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, Zoran ressemble, du moins sur les photos prises à l'époque du colloque sur Joyce et du concert des Pink Floyd, à ce brancardier de Lourdes. Mon genre d'homme, élancé, de belles mains, des cheveux épais, des yeux clairs.
Depuis, il a grossi, et à la place de sa crinière d'antan, il a des cheveux certes encore abondants sur la nuque, mais sur les tempes, clairsemés. Quant à moi, malgré mon excellente forme physique, je ne puis espérer trouver à mon âge un homme à la fois intelligent, épargné par la chute des cheveux et relativement mince. De toute façon et de tout temps, quelque chose ruine l'idéal fugacement entrevu. Lorsqu'on est jeune et beau, l'un des deux se refuse à l'amour, et plus tard, quand on accepte enfin l'idée d'aimer et d'être aimé en retour, l'un des deux pèse plusieurs kilos en trop. Je vous donne un coup de main en cuisine? Je sursaute. Madame Meyer me scrute de son œil aimable et noir. Nous allons faire un tour à la cuisine sous prétexte de surveiller les cuissons, et quand nous revenons au salon, la conversation tourne autour de l'Ulysse, de Joyce, sujet que je préfère éviter car il me paraît épineux. Épineux, oui, hérissé de piquant, un peu comme un hérisson qu'on ne sait par quel côté saisir. Cela arrive pour les livres aussi. Je me contente donc d'aller et venir de la salle à manger au fourneau, accompagnée par Madame Meyer qui tient absolument à m'aider. Je ne suis pas assez intime avec elle pour lui détailler mes aventures liées à l'Ulysse de Joyce, ni d'ailleurs les autres bizarreries de ma vie. Je me tais, donc, en découpant la viande et en la dressant sur le plat, et Madame Meyer se tait en fatiguant la salade. « Comment se porte votre belle-mère » me demande-t-elle soudain. Comment cette femme, que je connais à peine, peut-elle me demander des nouvelles de ma belle-mère? J'avais une belle-mère, oui, que d'ailleurs j'aimais tendrement, mais elle a disparu de ma vie après que Bruno et moi avons divorcé. Soudain, je comprends que Madame Meyer parle de la mère de Zoran, et que cette méprise a, comme toutes les méprises, un fond de vérité. Zoran et moi ressemblons de plus en plus à un couple normal. Particulièrement en ce moment où notre conjugalité, si l'on peut dire, éclate au grand jour avec ce repas presque officiel dans de nouvelles assiettes bleues. Pour les meilleurs, ma belle-mère n'est pas mon ex-belle-mère, mais la mère de Zoran. Cette constatation m'épouvante. C'est un saut trop rapide dans l'inconnu. Je n'ai d'ailleurs jamais rencontré la mère de Zoran. Pour quelque mystérieuse raison, il s'est bien gardé de nous mettre en contact. La femme occidentale peut avoir un époux, puis un amant, voire les deux ensemble, mais certainement pas deux belles-mères. Mener une vie double est déjà extraordinairement risqué. Avoir deux belles-mères est tout simplement suicidaire. D'ailleurs, ce genre de question, celle que vient de me poser l'épouse du professeur Meyer, on la pose seulement aux femmes, comme si les femmes devaient perpétuellement veiller sur toutes les personnes de leur entourage. Comment va votre belle-mère est la question, celle qui teste l'altruisme de la candidate à la conjugalité, avec par exemple un homme beau et intelligent qui a été autrefois au colloque Joyce à la Columbia University. Ma belle-mère va bien, merci, dis-je d'un ton décourageant toute investigation subsidiaire. Pour compléter mon accablement, les hommes, à côté, parlent encore d'Ulysse. Et comme j'ai avoué à Zoran que je tente en vain de le lire depuis des années, j'y vois le signe qu'il veut m'exclure, me confiner à une intimité chuchotée entre femmes. En posant le rôti sur la table tandis que Mme Meyer dépose la salade, le tout entre les jolies assiettes bleues, je me dis que le professeur Meyer ignore combien l'Ulysse de Joyce est mon parcours du combattant. Nous revenons nous asseoir, les deux femmes, entre les hommes, et Mme Meyer m'adresse un regard entendu,
comme si notre aparté dans la cuisine avait scellé une amitié éternelle. Moi, tandis qu'il mange et qu'elle mange, et que je mange aussi, autant tant qu'à faire, je pense à mon histoire avec l'Ulysse de Joyce. Ce livre aussi hérissé de difficultés qu'un Erinacus Europaeus, décidément insaisissable. Et je me remémore avec nostalgie le temps lointain et plus ou moins béni, où j'étais bénévole à Lourdes et étudiante en lettres. Premier souvenir. Une mention rapide lors d'un cours à la faculté. Le professeur est au centre des regards, fluet, un peu voûté, et moi perdue quelque part sur les gradins, amoureuse de lui, de son regard distant, de sa dégaine de père discret, idéal à force d'érudition, d'intelligence, d'expérience. Un conseil, lisez l'Ulysse de Joyce. J'en prends acte, tout en notant, à toute vitesse, les grandes lignes d'une matière qui me déborde. Plus tard, à la bibliothèque universitaire, un coup d'œil sur Ulysse parmi d'autres, car il nous faut lire Pétrarque, Boccace, Dante, Cervantes, Machiavel, Shakespeare, Swift, Sterne, Goethe, Novalis, Kafka, etc. Quelques étudiants dont je suis ont accepté de surcroît une périlleuse mission, préparer un cours sur une partie du programme et le dispenser à l'auditoire en fin de semestre pour soulager notre vieux professeur. J'ai choisi Tolstoï et j'ai donc lu tout Tolstoï et l'essai de Berdiaev sur Tolstoï. Le temps manquant, mon exposé est passé à la trappe et a été magnanimement reconverti par le maître en matière d'examen. Je serai de toute façon interrogé sur Tolstoï, me dis-je, alors en replaçant avec allégresse Ulysse dans la bibliothèque. Je fais l'impasse, la première, la seule de ma vie. Pour le reste, je suis une étudiante appliquée et mes survols sont consciencieux. Deuxième souvenir, l'examen. Ma jupe d'une longueur exacte, mon pull noir à col roulé et la question du maître, parlez-moi d'Ulysse. Ce qui me reste de 4 ans d'université, de centaines d'heures consacrées à l'étude, de toutes les rencontres courtoises ou tendues avec mes professeurs, la vision rapprochée du nez pointu, de la paupière basse, du cheveu rare de ce maître admiré et cet ordre impossible, parlez-moi d'Ulysse. Je tombe dans un vide intersidéral. 3 secondes, une éternité, plus tard, excusez-moi, vous aviez prévu de m'interroger sur Tolstoï. Homme intègre, à peine une hésitation, sous la paupière tombante, le regard s'aiguise. Parlez-moi de Tolstoï. J'émerge de la brume, mon esprit s'élance, l'exposé se déroule au grand galop, une troïka à grelots, une piste fendant la neige, calligraphie virginale ornée de variations audacieuses, de références érudites aux travaux de Berdiaev, Tolstoï, mon sauveur, Tolstoï, résurrection. Mes félicitations, mademoiselle. Oh, professeur au nez pointu et à la vie secrète, maître capable de tenir vos promesses, qui êtes-vous? Grand spirituel entré en littérature comme on entre en religion? Hurrah de bibliothèque bornée jusqu'à la docilité, obéissant aux reproches paniques d'une étudiante inconnue? Et Joyce, imposteur ou génie? Dix ans plus tard, j'achète Ulysse et me mets à le lire. Je suis en vacances à Cassis avec Bruno, dans les calanques où se disséminent les corps rougis. L'heure est au naturisme et il adore ça. Regarder, être regardé, moi,
Pudeur et compagnie, je garde obstinément mon maillot. La Méditerranée est d'un bleu prévisible. Joyce est bien un génie, et moi, je ne comprends rien. Pourtant, les premières lignes me transportent. La baie de Dublin étincelle. Stéphane Dédalus la contemple. Il parle d'Hamlet avec ses amis. L'échange est subtil, le paysage sublime. L'ombre des forêts, une tour qui se dresse, un nuage couvrant lentement le soleil, c'est l'Irlande, intacte et froide. Celle que j'ai tant aimée collégienne quand j'y faisais des séjours de langue, comme on dit. Avec Joyce, autre séjour de langue. Il me faudrait un dictionnaire joycien, une grammaire joycienne, plus quelques autochtones pour m'encourager et me servir une bière au détour des chapitres. Hélas, rien de tout cela. Autour de moi, on bronze idiot, nu, comme les cadavres dont Joyce décrit le séjour au fil de ses errances dublinoises. Pendant ce temps, Molly se prélasse dans son lit, un chat passe, une théière fume admirablement. Plus loin, des chapelets de saucisses pendent à la vitrine d'un charcutier, des vers mangent les morts. Léopold Bloom se gratte ou consulte au cabinet le journal du matin. Molly chante, deux vieilles filles s'installent sous la statue de Nelson. Une poignée de portes dialogue avec un éventail. Une Vénus aux fourrures avec le primate d'Irlande. Une pendule avec un être sans nom. Des gazelles passent, un défilé de militaires, d'oiseleurs, de putains, de maharajas. Peu à peu, ma patience s'émousse, mon esprit se désorganise. Je tourne les pages de plus en plus vite. Le sable s'y infiltre. J'abandonne le livre pour aller nager. Le retrouve humide, corné, piétiné. Le reprend, de plus en plus convaincu, en raison de l'obscurité de la chose, que Joyce, décidément, est l'écrivain du siècle et des siècles à venir et que les livres écrits après lui ne seront jamais que leurre friable, miettes pour crabes rachitiques. Pire, je démissionne comme lectrice. Ai-je jamais été capable de lire, étudier, penser, me consumer au soleil de la littérature? Jamais. Je suis et resterai aux vrais lecteurs, aux pratiquants opiniâtres, bref, à l'élite joycienne, ce qu'un individu en maillot est à un groupe de naturistes, un outsider. Le dégoût m'assaille. Je jette l'Ulysse à la mer. C'est un gros livre, 1200 pages environ en édition de poche. Il flotte assez bien. Contre toute attente, il ne se désagrège pas. Le sel de la Méditerranée le porte longtemps. Comme c'est intéressant, un monument de la littérature, narguant des naturistes au rôtissage avant de plonger vers les grands fonds, appât corallien, nourriture pour poissons rares. Et moi, debout, affrontant enfin ma nature réfractaire, moi, libérée parce que j'ai gardé mon maillot et jeté Ulysse à la mer. Le repas se termine. Madame Meyer fait fine de vouloir débarrasser à ma place. Elle me fixe avec un brin de désarroi. Je dois avoir l'air absent depuis de longues minutes et pourtant, oui, le moment du dessert est venu. Zoran et le professeur Meyer, devant leurs assiettes bleues, les assiettes bleues d'une nouvelle vie peut-être, poursuivent sur Joyce avec une constance accablante. Quant à moi, je revois ce jeune hérisson menacé par d'aveugles bolides, qui a pourtant réussi à s'enfuir, échappant même aux piétons incapables de le saisir sans s'écorcher les mains. Je pense à lui avec inquiétude. Tant de dangers le menacent, comme à un frère, le petit frère de la femme que je suis, hérissé d'objections silencieuses. Je décide de l'appeler Ulysse, mon Ulysse, qui n'a pas sombré, lui, dans une mer corrosive,
mais que j'aime à imaginer, en ce doux soir d'été où je voudrais être loin d'ici, blotti, sous le ventre bienveillant d'une vache.